Alors dites-moi, comment vous l'avez trouvé ce petit tome 2 de la fin des temps? Il était beaucoup plus court, hein, il suffit de comparer le tome numéro 1 Nagash au tome numéro 2 en épaisseur pour se rendre compte que il est quasiment plus de 2 fois plus petit. Il y a beaucoup moins de fluff à l'intérieur entre le tome 2 et le tome 1. Beaucoup moins de pages et ça veut dire aussi des choses qui sont un peu expédiées, à mon avis. En tout cas, par exemple, moi j'ai trouvé que la partie où la mort de Louan Cœur de Lion était évoquée était un petit peu trop rapide à mon goût. J'aurais préféré qu'on décrive un peu plus tout ça. J'ai eu l'impression que certains héros légendaires étaient tués un petit peu trop rapidement. Bref, nous avons donc fini Nagash le tome 1 et Glotkin le tome 2. Mais avant de passer au tome 3, vous le savez, dans les éditions collector, il y a un livre supplément qui s'appelle le livre 2 du tome 2, avec une superbe illustration. Ce n'est pas une illustration, c'est une photo. Il y a une illustration ici sur le côté, mais c'est une photo de la miniature des frères Glott. Vraiment une très belle photo. Et derrière aussi, nous avons aussi cette même figurine. Et donc on va, comme on l'a fait pour le tome 1, parcourir l'intérieur de cet ouvrage pour lire le fluff qui y est caché. C'est un petit peu le supplément bonus que vous allez retrouver à chaque fois. Et on va y aller tout doucement. Les rues de la mort. Le monde de Warhammer est jalonné de cités, bourgades et hameaux allant des bastions aux remparts imposants comme Altdorf ou Middenheim, aux taudis de bois crasseux qu'affectionnent les peaux vertes. En temps de guerre, il arrive très souvent qu'on livre des batailles féroces dans les rues, les bâtiments et les venelles de ces villes. Les combats dans un tel environnement sont très différents des affrontements en milieu rural dans les étendues sauvages. Les lignes de vue se limitent à quelques mètres et les endroits où une armée peut dresser une vraie ligne de bataille sont rares. Les soldats luttent au corps à corps le plus souvent à 1 contre 1 et ne font pas de quartier, au point que les caniveaux des rues pavées ne charrient plus de la boue, mais des flots d'hémoglobine. On vous explique un petit peu là la différence entre des batailles qui se passent en milieu confiné et des batailles qui se passent sur des champs, des champs de Mars. C'est le côté un petit peu tactique de tout cela. Encore une superbe illustration ici. Une superbe photo, pardon. Alors, continuons jusqu'au fluff. Tout ça, ce sont des règles. Voilà. Les Glotkin, les frères corrompus de Nurgle. L'histoire des Glotkin débute dans l'Empire, sur la côte de la mer des Griffes. Le père des triplés s'appelait Olos Glott, humble fermier du Nordland, et leur mère, Etra Greenblood, thaumaturge adepte du domaine de la vie. Après avoir assisté à une invasion nordique sanglante, Olos et Etra voyagèrent clandestinement avec les armées qui s'embarquèrent pour demander vengeance. Mais alors que leurs camarades n'amenaient que des représailles, les Glott apportaient la connaissance. En effet, ils espéraient rompre le cycle de la violence en enseignant le savoir-faire fermier et du soigneur aux sauvages de Norska. Les deux émissaires
s'escamotèrent des armées de l'Empire sous couvert de la nuit et commencèrent une nouvelle vie. Olos bâtit une modeste maison pour sa femme et laboura le sol coriace tout autour. Etra devint une sage-femme qui influença nombre des clans des fjords. Son ventre grossit prodigieusement pendant l'hiver car, non pas un, mais 3 enfants y grandissaient. Une vieille peau jalouse entailla le doigt d'Etra avec une lame rouillée et la blessure superficielle s'infecta gravement. Incapable de soigner la gangrène qui envenimait son sang, la rebouteuse cria dans la nuit, suppliant les dieux de préserver ses enfants de l'infection mortelle. Grand-père Nurgle écoutait et envoya une mouche démon se poser sur le ventre bombé d'Etra. L'emprise de l'infection se relâcha instantanément et moins d'1 semaine plus tard, Olos accoucha sa femme de triplés vigoureux près des falaises des fjords. Chaque nouveau-né portait une marque de naissance à 3 lobes, le sceau de Nurgle, mais leur peur comblée ignorait la signification. Il appela ses fils Otto, Etrak et Gourek. Il était l'homme le plus heureux du monde. Les triplés allaient se faire connaître sous le nom des Glotkin. Ils devenaient grands et forts, et chacun d'eux se montrait plein de promesses. Etrak apprenait vite, absorbant le savoir occulte de sa mère. Dans le même temps, Otto et Gourek se mesuraient à la lutte, à l'escalade des parois des fjords et s'entraînaient même avec leurs jeunes voisins de la tribu des Fjordlings. Tout allait pour le mieux. Les Glottes transmettaient les arts des royaumes civilisés à leur peuple d'adoption. Otto, aidait son père à moissonner les terres avec une grande faux de sa propre confection. Et Etrak assistait sa mère lors de rituels de fécondité qui engendraient une vie verdoyante dans les étendues de glace de la Norska. Seul Gourek se montrait fainéant et s'intéressait plus aux filles et aux bagarres qu'aux travaux de la famille. En dépit des efforts de ses parents, des Glotkin pour promouvoir la paix, les raids maritimes des Nordiques persistaient car ils n'étaient pas prêts à renoncer à une coutume si enracinée dans leur culture. À l'automne 2506, les forces du Nordland revinrent pour se venger. Les troupes régulières débarquèrent par centaines pour apporter la guerre aux tribus des fjords qui avaient assimilé les Glottes. Cette fois, les triplés étaient en première ligne. Otto taillait et tranchait avec la même faux qu'il utilisait lors des moissons. Etrak utilisait ses sorts de croissance les plus sombres pour transformer ses adversaires en boules de chair, et Gourek le bagarreur aplatissait soldats et champions à main nue. Pourtant, cela ne suffisait pas car les armes à poudre noire du Nordland pouvaient tuer à 50 pas, et les grands canons treuillés du pont des Galions, sur les promontoires, prélevaient un horrible tribut. Les frères Glottes luttaient, tandis que leur peuple se faisait massacrer autour d'eux. Le sang s'écoulait des falaises pour se mêler aux vagues. Les triplés furent rapidement cernés par la confusion de la mêlée. Lorsqu'ils virent leur mère et leur père périr par la main de hallebardiers du Nordland, les 3 frères crièrent vengeance à l'unisson. Les graines du désordre qui avaient été plantées dans leurs âmes, arrosées par le sang de la bataille, finirent par porter leurs fruits. Otto fauchait les hommes comme les blés d'arrière-saison. Les balles des arquebusiers frappaient sa poitrine et son visage, mais ne crevaient pas sa peau. La magie d'Etrak se fit encore plus destructrice, réduisant les soldats en mares de vases noirs, ou convoquant des asticots éthériques qui les dévoraient de l'intérieur. Gourek était empli d'une force démoniaque, son poing transperçait des torses, et, après avoir saisi la boule
la bouche d'un grand canon d'une seule main, il s'en servit comme d'une massue géante pour rejeter ses ennemis à la mer du haut de la falaise. L'armée de l'Empire céda devant la fureur des glottes, inaugurant la légende des triplés. Suite à cette bataille fatidique, Nurgle offrit des cadeaux aux triplés à chaque année qui passait, un peu comme un grand-père gâterait ses petits-enfants. Les glottes changèrent peu à peu. Gourek devenait de plus en plus grand, comme son appétit dévorant se muait en gloutonnerie désespérée. L'homme se transforma en monstre doté d'une force terrible, aux dépens de l'intellect. Son élocution fut également affectée, au point de ne plus pouvoir prononcer correctement son propre nom. Gourk avait été remodelé par Nurgle en un enfant du chaos si énorme que ses frères en vinrent à monter sur son dos pour guerroyer. De grosses cornes jaillissaient de ses épaules, des bubons couvraient son dos et ses bras mutèrent horriblement. L'un en gueule de lamproie, l'autre en tentacule, pour porter ses victimes à son gosier insatiable. Gourk tuait des géants et des dragues de givre et les dévorait, pour ensuite déféquer des morceaux de déjection d'où émergeaient de nouvelles formes de vies étranges. La perte de ses parents noircit le cœur d'Étraque. Ses morts étaient toujours plus ignobles, ses sorts, étaient toujours plus ignobles, et la vie qu'il propageait toujours plus malaisante. Le sorcier incinéra les corps de ses parents dans un brasero qu'il emporte partout avec lui, suivi de nuées de mouches attirées par l'odeur de chair brûlée. Le reste de la crémation fume encore à ce jour comme un memento d'une vengeance en suspens. Otto fut celui des trois frères qui étreignit sa nouvelle destinée avec le plus de ferveur. Il devint un véritable dévot de Nurgle, avec pour ambition de semer la vie sous ses formes les plus débridées et les plus répugnantes. Son corps enfla et devint aussi dur que de l'écorce. Bien que les blessures qu'il reçut au cours de son ascension ne guérissent pas complètement les épidémies que propageaient ses entrailles à vif, devinrent si virulentes qu'elles furent bientôt des armes à part entière. Otto se mit à enduire la lame de sa faux avec ses propres humeurs venimeuses, confirmant ainsi sa réputation d'émissaire de la peste. Son goût pour le carnage a permis aux Glotkin, au cours de leur pérégrination, de triompher de bandes de guerriers adorateurs de Slaanesh, de Tsinch et même du puissant Khorne. Malgré la faveur grandissante de Nurgle, ce ne fut que lorsqu'Archaon leur proposa de conduire son avant-garde que les triplés s'engagèrent vraiment sur le chemin de la gloire. Voilà pourquoi je voulais lire ce supplément, parce que c'est super intéressant d'avoir la genèse de certains personnages. On en apprend plus sur le fleuve de Warhammer. Toujours de superbes photos de la figurine des Glotkin. Avec les règles qui accompagnent les Glotkin. 810 points quand même. Passons maintenant à Ogoth's Demon's Poo, seigneur du chaos de Nurgle et Maggoth Rider. Le seul souhait d'Orgoth est de devenir un démon. Ses origines sont enterrées sous la neige maculée de sang de 300 hivers, encore que la tribu de la Corne de Glace murmure qu'il est le fruit de l'union entre un grand immonde et une sorcière. Mieux vaut ne pas chercher à savoir si ce rendez-vous galant procédait d'un pacte démoniaque ou de quelque chose d'encore plus sinistre. Orgoth
est consumé par le sentiment d'avoir un pied dans le royaume des mortels et l'autre dans ce qu'il voit comme son domaine légitime, le jardin de Nurgle. Les ennemis de sa tribu l'appellent le roi bâtard de la corne de glace, bien que personne n'ose utiliser ce titre en sa présence, car le puits de colère contenu qui baigne son âme peut bouillir à tout moment. Le pic de la corne de glace se situe à l'extrême nord, dans la pénombre du royaume du chaos, et ses habitants, les habitants des étendues sauvages touchés par les dieux, sont habitués à voir le paysage changeant, dégorgé des hostes de démons. Orgoth, résidant en bordure du domaine de son maître depuis des siècles, l'ichor qui coule dans ses veines lui confère une longévité dépassant de loin celle des doyens des humains. Le royaume du chaos afflue et reflue sur les terres comme le pouvoir des dieux sombres croît et décroît, et parfois il a submergé les montagnes pour engloutir la corne de glace et les habitants de son piémont. Orgoth pouvait alors se promener dans les allées capricieuses du jardin de Nurgle, mais au lieu du paradis sublime qu'il espérait, l'endroit se révéla un enfer intouchable. Le roi bâtard errait dans le royaume du chaos. Le roi bâtard errait dans le royaume du chaos. Il pouvait voir l'Éden se déployer autour de lui, mais il était incapable de humer les senteurs enivrantes et des champignons chatoyants ou des spores rances qui flottaient paresseusement dans l'air. On brandillait une vision idyllique devant ses sens douloureux, ce qui enflammait le désir d'Orgoth de jouir pleinement des dons de Nurgle. La seule chose qu'il put toucher était une paire de haches aux lames rouillées qu'il trouva dans le creux d'un arbre étrange dont la forme évoquait un sorcier de la vie en train de rêver. Les haches étaient d'une facture mortelle. Orgoth dut mobiliser toute sa force pour les arracher. Aujourd'hui, il combat encore avec ses haches, gangrènes, enduites de miasmes, afin de rappeler le jour où il s'est tenu sur le seuil de sa destinée. Fut un temps, Orgoth se fricotait avec, voire fricassait, les serviteurs démoniaques du Seigneur de la décrépitude, dans l'espoir de contracter la pourriture de Nurgle. Il comptait sur le fait qu'il périrait de cette maladie de l'âme et deviendrait un porte-peste, comme tant de membres de sa tribu avant lui. Il était persuadé qu'en démontrant une telle dévotion, le Seigneur de la décrépitude prendrait pitié de lui et le récompenserait pour son fidèle disciple en lui offrant une enveloppe d'immortel. Ironiquement, la même résistance surnaturelle que lui conférait sa nature demi-démoniaque le préserva de la mort et du nirvana qui l'attendait dans l'au-delà. La pourriture de Nurgle s'empara quand même de lui. Elle resculpta sa forme, une corne de porte-peste jaillissant de son crâne à la place de son œil. Mais elle ne le consomma pas entièrement et en fit son instrument de propagation. Bien qu'il ait transmis cette maladie transcendantale à d'innombrables mortels, Orgoth reste enchaîné à leur monde. À l'instar des nombreux champions qui l'ont précédé, Orgoth emprunte le chemin de la gloire pour s'attirer la faveur de son dieu. Cette voie périlleuse ne mène qu'à la mort, à la transformation en enfant du chaos dégénéré ou, pour quelques-uns, à l'immortalité en tant que prince démon. Même si les alliés démoniaques d'Orgoth lui ont laissé entendre que les princes démons portaient le stigmate de leur origine mortelle, cela n'a pas entamé dans son désir de devenir un véritable immortel. La quête de reconnaissance d'Orgoth l'a amené à naviguer à de maintes reprises. Il a traversé les mers du chaos et les terres sauvages de Norsca pour attaquer l'Empire avec des tribus entières. Il participa à la bataille des portes de Kislev pendant la Grande Guerre contre le chaos en 2303, abattant prêtres et grands maîtres sigmarites en duel.
Bien qu'Orgoth se considère comme le pâle reflet du guerrier qu'il deviendra un jour, c'est un ouragan de destruction sur le champ de bataille. Il porte une armure quasi impénétrable et sa chair est pratiquement immunisée aux blessures. Ceux qui se montrent assez vifs pour l'atteindre voient leur attaque rebondir, et la réplique vient avec un coup guillotineur. Même s'il ne fait que vous égratigner, l'assaut peut être mortel, car les blessures des haches gangrènes s'infectent sur le champ, mettant la victime à genoux tandis qu'Orgoth part à la recherche de nouvelles occasions de prouver sa valeur. Les assaillants, qui réussissent à percer son armure et sa peau, le regrettent rapidement. Chaque fois que sa chair est entaillée, il en jaillit une puissante gerbe d'ichor démoniaque. Son pouvoir corrosif est tel qu'il peut ronger l'acier et dissoudre les tissus. Le fait que davantage d'hommes ont péri par le contact avec son sang souillé que par la lame des champions, qui marche désormais à ses côtés, témoigne de la violence de l'Odyssée d'Orgoth. L'élixir démoniaque qui court dans les veines d'Orgoth se révéla étonnamment utile pour dompter Whippermo, le Maggoth, qui lui sert de monture. Orgoth rencontra la monstrueuse chose pestiférée dans les marécages du lagon éternel. Guidé dans le bourbier puant par une vision de Nurgle, Orgoth attendit sagement pour l'approcher que Whippermo eût dévoré un drague des marais et sombré dans une torpeur digestive. Le Maggoth planta une longue griffe dans le cou d'Orgoth, mais au moment même où sa langue se déploya pour le ficeler et l'attirer vers ses deux gueules béantes, l'odeur de liquor démoniaque fit hésiter la bête. Orgoth saisit sa chance et la langue protactile du Maggoth avec son gantelet, afin de se balancer sur son dos. Puis il se servit de l'appendice comme d'une renne improvisée pour tirer la bête à droite puis à gauche jusqu'à ce qu'elle lui obéisse. Tout autre guerrier aurait été promptement éjecté et croqué, séance tenante. Mais la chair d'Orgoth s'était imprégnée de la faveur de Nurgle. Le chef de guerre chevauche donc un imposant Maggoth, un destrier aussi insensible aux dégâts que son maître. Grâce à lui, Orgoth se multiplie les exploits et ses chances d'accéder à l'immortalité, véritable, se font plus grandes avec chaque jour qui passe. La superbe figurine. Voilà, on le voit bien avec sa corne qui lui pousse de son œil et ses deux haches. Et en dessous, son Maggoth. Avec les deux gueules. Blob, Rotspawned. Le sorcier du chaos de Nurgle et aussi Maggoth Rider. À première vue, le sorcier Blob Rotspawned semble être constamment entouré de nuées d'insectes surnaturels. Ses compatriotes de la tribu de la Corne de Glace savent qu'en fait, Blob est la nuée, et que la nuée est Blob. Il y eut bien un temps où il était grand et pathétique, mais il ne reste plus de son enveloppe mortelle qu'un sac de peau grouillant d'asticots démons. Enfant déjà, Blob se nourrissait de fascinations malsaines pour les formes de vie les plus petites. Il prenait grand plaisir à arracher les pattes des araignées des neiges et à piéger des papillons des glaces dans des crânes scellés à la cire, jusqu'à ce qu'il meure de faim. Ce passe-temps le suivit dans l'adolescence, puis dans l'âge adulte. Il persécutait tant les petites créatures de la Corne de Glace qu'il finit par se faire remarquer du seigneur de la décrépitude. Nurgle accorde de l'importance à toute forme de vie,
quelle que soit sa taille. Il s'offensa quelque peu qu'un jeune guerrier aussi puissant passe son temps à débusquer et à mutiler des ennemis sans défense, au lieu de rechercher la gloire en vaquant des champions de ses rivaux. Chaque hiver, Blob combattait aux côtés des membres de sa tribu contre les Velig et les Tongs. Mais à l'approche du printemps, il retournait toujours à sa guerre sadique contre le monde des petites bêtes qui vivotaient dans les désolations du Nord. Comme au reste de la tribu, Nurgle avait fait don à Blob d'une constitution de fer, le seigneur de la décrépitude améliorant la résistance de ses adeptes afin qu'ils savourent mieux les épidémies de son jardin que son jardin disséminait. Mais la peau de Blob se durcit comme celle d'un mégastodonte pour une autre raison. Grand-père Nurgle avait décidé de donner une leçon à Blob. Lors d'une de ses expéditions, le jeune guerrier trouva des insectes toujours plus grands et plus surréalistes. Tous tâtèrent de sa dague. Il les découpa et les fit cuire leurs pattes sur de petits feux de camp pour sa pitance. Une nuit, où Morslib était pleine, Blob se reposait dans une grotte près de la forêt de la décrépitude. Il avait passé une longue journée à torturer de gros insectes et de petits animaux, et le soir venu, il se laissa glisser dans un profond sommeil, en ronflant si fort qu'il effraya un ours. Alors que ses rêves l'emmenaient dans le jardin de Nurgle, une mouche démon à tête humaine se fraya un chemin hors d'un cratère de la surface de Morslib et vola en lente spirale jusque dans la tanière de Bloab. Une autre descendit du ciel, puis 3 de plus. Bientôt, la grotte fut envahie du bourdonnement d'une épaisse nuée noire, mais Blob ne se réveillait toujours pas. Les mouches démons formèrent un entonnoir comme celui d'une tornade et plongèrent dans la bouche béante de Bloab. Elles déposèrent des milliers d'œufs dans son corps, nichant leur couvée de larves dans ses poumons, ses tripes et son cœur. Une fois la ponte terminée, elles s'envolèrent dans la nuit, engluées de sang et affichant un sourire moqueur. Bloab sortit de son rêve étrange et connut un réveil douloureux car ses entrailles brûlaient. Les larves démons avaient éclos et dévoraient de l'intérieur. Tout comme il avait pris son temps à tourmenter les créatures plus petites que lui, les vers démons ne se hâtaient pas, rongeant nonchalamment leur hôte hurlant avec leurs minuscules mandibules jusqu'à ce qu'il ne reste plus que de lui une poche de peau tannée. Toutefois, grand-père Nurgle, dans sa grande bonté, ne voulait pas tuer Blob, mais lui trouvait une utilité. Grâce à la magie de Nurgle, Blob survécut à son ordalie, en dépit du récurage de ses entrailles. L'une après l'autre, ses pupes grasses qui se tortillaient à l'intérieur de lui se métamorphosèrent. De nouvelles mouches démons sortirent de sa bouche et se mirent à vrombrir dans son sillage. Les insectes vouant une affection à l'hôte qui les avait nourris tels des enfants reconnaissants. Depuis cette expérience aberrante, Bloab Broadspound compte parmi les protégés de Nurgle, car le seigneur de la décrépitude pardonne les errances de ses adeptes comme un père celles de ses fils. Quand Bloab s'emporte, sa peau ondule et bourdonne des sorts de décomposition et de démembrement jaillissent de ses lèvres comme ces mouches démons sifflent les prières de Nurgle. Bloab eut lui-même le droit de se promener dans le jardin de son maître sous l'escorte d'une silhouette humanoïde modelée par la nuée qui a élu domicile dans son corps. Il se tint sur le seuil du manoir pourrissant de Nurgle et s'émerveilla de sa splendeur anthropique.
Il n'eut pas le courage de déranger son dieu, qui œuvrait au chaudron. Mais après que Bloab se fut incliné et retiré, il vit que 2 des cloches de la girouette musicale qui pendait sous la véranda de Nurgle étaient désormais accrochées à sa propre faux. Elles y sont toujours suspendues, et leur glas pénible gêne la concentration des mages ennemis tout en favorisant celle de Bloab. Le sorcier se repent de ses anciens péchés et s'évertuant à vaincre la stérilité partout où il la trouve. Bloab a montré dans l'abnégation en propageant des épidémies de son maître qu'après avoir transmis la maladie des bourgeons de charbon à la tribu Tong, il se réveilla un matin en découvrant un magos géant penché au-dessus de lui. La créature l'avait traqué, non pas pour le massacrer, mais pour devenir son ami. Une fois Blob remis du choc, ces mouches démons l'entourèrent et le soulevèrent jusque sur le dos de la bête. La joie de Blob fut encore plus grande lorsque surgit une bande de guerriers Tong vengeurs. Le magos cracha de grandes gerbes de bile acide, tandis que ces nuées de mouches démons fondaient sur eux dans une frénésie de mandibules. Les compagnons de Bloab attaquèrent avec une telle fureur qu'ils anéantirent ses ennemis avant qu'ils aient murmuré une seule incantation. Depuis, Blob est connu dans le Nord comme le seigneur des mouches. Démon, titre qui lui plaît beaucoup. Seigneur des mouches démons. Ne voulant pas se reposer sur ses lauriers, Bloab Rothspond a voyagé au sud afin d'apporter les joies de la peste au royaume civilisé. C'est désormais Bilespurter, son magos, qui démembre ses victimes, et ses mouches démons qui lui dégagent un espace pour travailler. Au cours des derniers mois, sa nuée s'est réduite, les spécimens les plus vieux partant pour de longues migrations sur la trace de nouveaux champions pour Nurgle. Néanmoins, il y a autant de rumeurs voulant que les mouches démons portent les graines d'une grande destinée que de récits rapportant que leur morsure transmet des infections mortelles. On voit ici la super figurine de Blob Rothspond sur son magos Crusher. Et au bout de sa faux, on voit la cloche. Morbidex Twiceborn, champion de Nurgle, et lui aussi Magos Rider. Le jeune guerrier nommé Morbidex Fireborn naquit dans le tumulte de l'incendie du village, accouché au beau milieu des flammes. Cruellement défiguré par le feu, Morbidex impressionnait tous ceux qu'il croisait par son apparence. Mais ce furent son adresse aux armes et sa volonté de faire qui le firent se hisser au rang de chef de sa tribu nomade. Morbidex fut élevé en tant que servant adorateur des dieux sombres, et il écouta attentivement les chamans. Leurs leçons quotidiennes lui apprirent que le dieu Tzeentch était associé aux flammes de l'altération. Le jeune chef grandit en forgeant la certitude que c'était l'architecte du changement qui l'avait brûlé, et il jura de se venger. Les chamans étaient horrifiés par cette idée, mais Fireborn insista. Il fit les préparatifs d'un long voyage et se mit en marche pour le royaume du chaos, afin de trouver l'aide du plus grand rival de Tzeentch, grand-père Nurgle. Gravissant congères et montagnes, Morbidex mena son pèlerinage toujours plus au nord.
Le paysage se faisait de plus en plus étrange. Les grottes devenaient des gueules scintillantes. Les falaises spiralaient sur elles-mêmes en une circonvolution sans fin. Les cieux hurlaient et les arbres flétris s'agrippaient à Morbidex comme ils se taillaient un chemin. Toutefois, jamais il ne songea à revenir sur ses pas. Finalement, ce fut le jardin de Nurgle qui vint à Morbidex. Les vents éthériques soufflaient fort cette année-là et le royaume du chaos se déversait dans la réalité, engloutissant les terres sous une vague d'irréalité. Une végétation impie se développa rapidement sur les glaciers et la banquise. Les champignons poussèrent et cachetèrent des spores asphyxiantes jusqu'à ce que le monde ressemble au paradis fécond du seigneur de la décrépitude. Morbidex escaladait le flanc abrupt de la corne de glace avec pour seul équipement une paire de haches lorsque le raz-de-marée occulte s'abattit sur lui. Alors qu'il était accroché dans une position précaire au-dessus du vide, une avalanche se déclencha. Mais ce n'était pas de la neige qui s'écoulait sur lui, mais des Nurglings gloussants. Morbidex fut emporté jusqu'au pied de la montagne par la vague de petits démons grassouillets qui piaillaient de plaisir en dégringolant dans le monde des mortels. Le chef tribal criait lui aussi. Il était mais pas de joie, car il craignait d'être entraîné vers sa mort. Enterré sous des tonnes de chair démoniaque suppurante, Morbidex perdit conscience. Lorsqu'il se réveilla, il nageait dans un bourbier de liquide toxique et de corps bouffis et flasques. Il ne pouvait distinguer le haut du bas et respirait difficilement. Chaque halètement lui apportait une puanteur parfaitement immonde qui lui soulevait le cœur. Il tenta de se frayer un chemin dans la masse, tandis que les Nurglings pressés contre lui se tortillaient et s'esclaffaient, le chatouillaient à l'occasion, voire lui plantaient leurs griffes dans la peau. Le plus brave des Nurglings se présenta, sous le nom de Petit Bubon, se glissa dans le cloaque vivant jusqu'aux côtés de Morbidex. Il raconta au chef une charade enfantine et si Fireborn l'ignora dans un premier temps, il finit par donner une réponse. C'était une charade qui l'amusait beaucoup dans son enfance. Petit Bubon se faufila dans le dos de Morbidex et poussa vigoureusement. Mais il était à peine plus fort qu'un nouveau-né et n'arrivait à rien. Un certain Robustule, un Nurglings comparativement trapu et pourvu de cornes de bœuf, fut le suivant à parler, Il posa une autre énigme au chef, et après mûre réflexion, Morbidex lui donna la bonne réponse. Robustule s'enfonça jusqu'au pied de Morbidex et poussa vers le haut de toutes ses modestes forces. Cette épreuve insolite recommença encore et encore, les Nurglings les plus hardis lui posant une devinette. Ceux à qui Morbidex donnait la solution l'aidaient, poussant et tirant comme le chef luttait pour se libérer. Si individuellement les Nurglings étaient faibles, lorsqu'une douzaine d'entre eux conjugua ses efforts, ils finirent par payer. Petit à petit, Fireborn réussit à s'extraire de ce mauvais pas. Bien sûr, il y avait un prix à payer, comme il y en a toujours lorsqu'on commerce avec les démons. Les Nurglings à qui Morbidex donnait une mauvaise réponse riaient méchamment et pointaient de leurs doigts filiformes une partie de son anatomie. Quelques instants plus tard, cette portion du corps de Morbidex changeait pour ressembler au petit démon qui l'avait touché. Quand l'énigme de Balantrax resta sans réponse, il sentit que son ventre se distendait en une boule de gras purulent. Quand le chef échoua à résoudre le problème posé par Gras Posthume, un tentacule poussa sur son coude. Enfin, la dernière question de Corictus,
un Nurglings qui avait tété au sein boursouflé de Nurgle lui-même, était simple a priori. Que sont les désirs d'un homme à côté de ceux d'un dieu? Mais la sagacité de Morbidex avait atteint sa limite, alors même que sa tête surnageait. Il rugit de frustration, saisit le Nurglings dans ses mains et serra jusqu'à ce qu'il éclate, comme un furoncle trop mûr. Le cri dément de Morbidex se rua en un glapissement de contralto, tandis que son visage se remodelait en celui du Nurglings qu'il venait de supprimer. Morbidex endura la douleur de ces transformations et émergea de la marée de Nurglings tel un zombie hors de sa tombe. Les démons minimes, impressionnés par la ténacité du champion, l'acclamèrent à l'unisson tandis que Morbidex rejetait sa nouvelle tête, cornue en arrière et partait d'un rire frénétique. Depuis ce jour, Morbidex est toujours suivi de centaines de ces créatures débordantes de joie. Il fut porté sur un tas de Nurglings flatulents jusqu'aux grottes s'étendant sous la corne de glace, où il se présenta sous le nom de Morbidex Twiceborn. Donc en français, le doublement né, Twiceborn. Reconnaissant en lui un esprit similaire, Orgoth's Demonspool lui offrit la position de Jarl de sa tribu à condition qu'il puisse dompter une bête un peu plus grande qu'un simple Nurglings. Piqué au vif, Morbidex partit pour le lagon éternel en quête d'un Magoth comme celui de Orgoth. Bientôt il en trouva un monstre baveux, pourvu d'une langue triple, qui pendait de sa gueule. Le chef esquiva et roula sous les puissants coups de griffe du Magos. Mais même si les Nurglings faisaient diversion et confondaient la bête, chaque fois que la faux de Morbidex tranchait un membre ou une langue, il repoussait presque instantanément. Le Magos, furieux, avalait tout rond des dizaines de Nurglings en un moment. Et à un moment, le chef craignait pour sa vie. Cependant, l'appétit surnaturel du monstre allait provoquer sa défaite. Les démons qui l'avaient ingurgité batifolaient dans les acides de son estomac en se dissolvant. Leur essence se fondit dans celle de la bête, et ils mêlèrent leur esprit à celui de leur destructeur, le transformant lui aussi en fidèle serviteur de Twiceborn. Morbidex revint devant Orgoth sur le dos du Magoth et prit sa place de bras droit de Demonspool. Et voilà la figurine de notre ami Morbidex. Bien sûr sur son Magoth.